Ça y est, c'est bientôt le moment. Trinquer avec ses proches pendant le réveillon de Noël, voir les yeux de chacun s'illuminer sous le sapin. Maman, j'ai raté l'avion sous un plaid en amoureux. Ouais, ça, c'est pour les moins courageux. Vous préférez vous faire peur. Vous êtes donc au bon endroit. Prenez place et laissez-moi vous raconter 3 histoires de Noël, vraies, mystérieuses, mais surtout affreuses. Bienvenue dans cette nouvelle Auroria de Noël. Hey, j'espère que vous allez bien ma team YouTube. Moi ça va très bien, bien qu'un petit peu décalqué. Je commence ce tournage à 1h47 du matin. Puisque j'étais en pyjama, j'avais fait toute ma petite skincare, tout ça, on était prêts à aller se coucher. Et ma belle-sœur qui est venue nous rejoindre pour les fêtes un petit peu en avance, a fini avec les ambulanciers à la maison. Elle est actuellement à l'hôpital. Rien de très grave, mais du coup on attend qu'elle rentre de l'hôpital. Et moi quand ça va pas ou quand je suis stressée, angoissée, etc., j'aime passer du temps avec vous. Donc je me suis dit, c'est le moment de l'Auroria de Noël. Mon plan A c'était ça, mon plan B c'était de jouer à June's Journey. Mais clairement aujourd'hui j'y ai assez joué, à un moment donné il suffirait de travailler un petit peu. Et aujourd'hui cette vidéo est en collaboration avec eux. Je suis trop heureuse, c'est la toute première fois que je collabore avec un jeu mobile. Et pour la petite histoire, c'est un jeu que j'ai déjà terminé il y a des années. C'était hors collab, j'ai vu une pub, ça m'a trop intéressée, je l'ai téléchargé, je l'ai terminé en quelques jours. Non, j'ai pas honte. Et si les Zizettes, Rania et Camille passent par là, elles savent, puisque je me souviens qu'un jour on avait passé une soirée ensemble et elles m'ont dit à quoi tu joues en ce moment et tout, et je leur avais parlé de ce jeu en disant non mais je ne pense qu'à ça, je veux résoudre cette enquête, c'est abusé. Donc si vous passez par là les filles, merci de confirmer dans les commentaires parce que vraiment je mens pas. Évidemment c'est un jeu qui est gratuit, je vous mets le QR code juste ici et le lien dans la barre d'infos, vous m'en redirez des nouvelles, c'est obligé que vous allez jouer et après vous allez revenir dans les commentaires pour me dire je veux savoir de quoi ça s'agit. Et je vous comprends, mais moi je connais l'histoire mais je peux pas vous spoiler. Pour vous la faire très courte, June's Journey, c'est l'histoire de June qui est une enquêtrice un petit peu amateur et qui va tenter dans les années 1920 de résoudre le meurtre de sa sœur. Et pour résoudre cette affaire, elle doit fouiller plein de pièces. Donc à chaque fois on a des chapitres et on a des pièces et ils vous disent trouvez tel objet, trouvez tel objet, trouvez tel objet. Non, j'adore. Mon toxic trait, c'est de faire une compétition avec moi-même puisque je veux vraiment que ça affiche le score parfait. En mode j'ai trouvé tous les objets dans un temps imparti. Évidemment, vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez. Plus on avance dans l'histoire, plus on s'approche de découvrir qui est le tueur, plus on a des indices et des rebondissements. Du coup, on récolte des points qui permettent de personnaliser son jardin. Regardez ma maison, mon manoir, comment il est trop beau, j'adore. Et encore là, j'ai repris tout à zéro pour vous montrer et pas vous spoiler direct la fin du jeu. Mais j'ai trop hâte, j'ai mis mes petites statues, mes petits arbustes et tout. Non, c'est très grave, j'adore. Je vous parle réellement de mon expérience personnelle, c'est-à-dire que là, si vous le téléchargez, je pense que vous en avez pour quelques heures à vous triturer les méninges pour découvrir qui est l'assassin. Encore une fois, c'est un jeu qui est gratuit et vous pouvez le télécharger via le QR code ou le lien dans la barre d'infos. Et même, ça me dérange pas des petits DM Instagram où vous me montrez comment vous avez personnalisé votre jardin. Voilà, si je peux avoir des inspi, moi je prends. Bref, maintenant qu'on est bien détendu, on va aller se pencher du côté de vrais meurtres, puisqu'on est parti pour l'Auroria de Noël. Si ce contenu traditionnel de fin d'année vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un maximum de pouces vers le haut et en vous abonnant à ma chaîne. D'ailleurs, merci à tous ceux qui le font, vous êtes hyper nombreux en ce moment et ça me touche énormément. La première histoire, c'est celle des meurtres Lawson. Charles Davis Lawson est né le 10 mai 1886, c'est une très vieille histoire, en Caroline du Nord, aux États-Unis. En 1919, il épouse Fanny Marning. Ensemble, le couple a 8 enfants. Mais malheureusement, leur 3e enfant, William, né en 1914, décède d'une maladie en 1920. À l'époque, on n'avait pas les mêmes soins qu'aujourd'hui, donc c'était plutôt courant que les enfants meurent de maladies comme des pneumonies, des infections, etc. En 1918, les 2 frères de Charles déménagent à Germantown, et comme il est plutôt proche de sa fratrie, il décide de les suivre, accompagné de sa famille. Ils déménagent donc tous également. Les 3 frères trouvent assez rapidement du travail puisqu'ils sont embauchés dans une ferme de tabac. Et grâce à ce travail, ils arrivent à économiser assez d'argent pour acheter leur propre ferme afin de produire du tabac et celle-ci est située à Brook Cove Road. En décembre 1929, Charles, âgé de 43 ans, décide de faire plaisir à sa famille. Ils se rendent alors en ville pour acheter de nouveaux vêtements. Et puis après ce shopping de Noël, lui et sa femme et leurs 7 enfants, Arthur, 19 ans, Marie, 17 ans, Carrie,
Carrie, 12 ans, Mabel, 7 ans, James, 4 ans, Raymond, 2 ans et Marie-Lou, 4 mois, posent devant l'appareil d'un photographe pour faire les traditionnels portraits de famille de Noël. Sauf qu'à l'époque, les portraits de famille, c'est quand même plutôt rare. En fait, c'est réservé aux familles de bourgeois, ce qui n'est pas vraiment le cas des Lawson. Mais soit, visiblement, ça fait plaisir à Charles d'offrir ce moment et ses souvenirs à son épouse et ses enfants. Le jour de Noël, le 25 décembre 1929, Marie, l'aînée, est occupée dans la cuisine à faire un gâteau qu'ils dégusteront sûrement au pied du sapin. Arthur, 19 ans, lui, il est missionné par son père, Charles, pour aller acheter des munitions pour chasser plus tard dans la journée. À l'époque, chasser le jour de Noël, c'est une tradition plutôt courante. Deux autres filles, Carrie et Mabel, je sais jamais comment le dire, elles sont parties rendre visite à leur oncle et leur tante dans la ferme située juste à côté. Mais lorsqu'elles rentrent chez elles, quelque chose cloche. Elles tombent sur leur père qui les attendait là, dehors, non pas avec des cadeaux de Noël, mais avec un fusil de calibre 12. Charles se met alors à tirer sur les deux jeunes filles, et puis il les frappe avec la crosse de son fusil pour être sûr qu'elles soient bel et bien mortes. Ensuite, il les traîne jusqu'à la grange. Sa femme, Fanny, qui est assise sous le porche pendant tout ce temps-là, elle assiste impuissante à cette scène d'horreur. Donc, réaction tout à fait normale, elle se met à hurler et elle rentre en courant. Charles lui court après, la frappe et lui tire dessus. James, 4 ans, et Raymond, 2 ans, eux, ils pleurent dans la cuisine. Et ce ne sont encore que des bébés, mais ils ont quand même la présence d'esprit de tenter de se cacher. En vain, puisque Charles les retrouve et les abat aussi. Charles assomme ensuite Marie-Lou, qui a 4 mois seulement, et lui cause une fracture du crâne. Elle en décède. Comme je vous l'ai dit, à l'époque, c'était plutôt courant de chasser le jour de Noël. Donc même si les voisins avaient entendu des coups de feu, ils n'auraient pas réellement pu s'inquiéter. Lorsqu'Arthur, 16 ans, rentre chez lui, après avoir été acheter des munitions pour son père, il découvre le massacre. Tous les corps ont les mains jointes sur la poitrine et la tête posée sur une pierre. Évidemment, il appelle la police immédiatement, mais Charles reste introuvable. Ce n'est que quelques heures plus tard que les officiers entendent un coup de feu venant de la forêt d'à côté. Charles vient de se tirer une balle. On découvrira plus tard qu'il a fait les 100 pas avant de commettre ce geste grâce à ses nombreuses empreintes de pas situées autour de l'arbre à côté de lui. Il laisse derrière lui des notes pour ses parents et pour ses proches, mais malheureusement sans expliquer son geste. Arthur est alors le seul à survivre à ce massacre de Noël. Malheureusement, il mourra quelques années plus tard, dans les années 40, dans un accident de voiture. J'ai l'impression que cette famille, elle était vraiment maudite. Il était âgé de 35 ans seulement et il laisse derrière lui sa femme et ses 4 enfants. Histoire d'ajouter un petit peu de glauque à cette affaire, comme si ça n'était pas assez, l'un des frères de Charles a décidé de faire de l'argent sur le décès de son frère, sa belle-sœur, ses neveux et ses nièces, en faisant de la maison une attraction touristique visitable. Vous vous souvenez du gâteau que Marie était en train de préparer le matin de Noël ? Bien, on pouvait apparemment l'apercevoir, protégé par une cloche. Voilà, et cette histoire fascine parce qu'il n'y a pas de raison officielle pouvant expliquer le geste de Charles. Mais voici les deux théories qui circulent. Pause, vous trichez pas, donnez-moi d'abord votre théorie et ensuite je vous dis ce que j'ai trouvé. J'attends. La première théorie, c'est que Marie, qui était âgée de 17 ans, aurait en fait été mise enceinte par son père. Il l'aurait agressée sexuellement. Une amie de Marie, Ella May, aurait révélé que Marie lui a confié qu'elle était enceinte de son propre père et que sa mère, Fanny, le savait. Cette grossesse aurait forcément fini par faire parler dans le village et Charles ne l'aurait pas supporté. Il aurait donc préféré assassiner toute sa famille pour sauver son honneur. Tu parles d'un honneur. La deuxième théorie, qui est très intéressante aussi, elle concerne une blessure à la tête que Charles aurait subie quelques mois avant le drame. Parce que je sais pas si vous le savez, mais on en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, parfois des blessures à la tête, ça peut réellement causer une altération de votre état mental, des changements de comportement, etc., etc. Il y a des gens qui, après un traumatisme crânien, changent de personnalité du tout au tout. Mais à l'époque, l'autopsie de Charles n'a révélé aucune anomalie cérébrale. Après, il faut pas oublier qu'à l'époque, les autopsies, elles étaient pas aussi pointilleuses que celles qui sont réalisées aujourd'hui. Du coup, je sais pas si je crois plus à la première ou à la deuxième théorie, parce que pour moi, les deux sont probables. Dites-moi quelle est la théorie la plus probable à vos yeux, la une
ou la 2. La seconde histoire prend place dans la famille Bamou. Je préfère vous prévenir d'avance, c'est une histoire qui est plutôt difficile à entendre, c'est plutôt graphique et clairement on va parler de torture. Je vais pas donner tous les détails mais je vais être obligée d'en donner pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc si vous commencez à être mal à l'aise, il y aura le timecode, n'hésitez pas à passer à la troisième histoire directement. Jacqueline et Pierre Bamou ont 5 enfants, dont Christy, née le 21 octobre 1995 et vivant à Paris. Au moment des faits, il est donc âgé de 15 ans. Il est originaire de la République démocratique du Congo, mais désormais tous les Bamou en fait vivent à Paris. Sauf une des sœurs, Magali, qui est née le 21 février 1983. Elle est également née en République démocratique du Congo, mais anciennement c'était la République du Zaïre. J'espère que je le dis bien, mais alors qu'elle n'est qu'une enfant, elle vit dans un pays qui est sous la dictature du président Mobutu. Jacqueline et Pierre, les parents, décident clairement que ce n'est pas vivable. Ils souhaitent une belle perspective d'avenir pour leurs enfants, et donc ils quittent le pays pour emménager à Paris. Mais en 1996, ils repartent finalement tous au pays, sauf Magali qui a 13 ans à l'époque. Elle emménage avec la nièce de sa mère et son mari, Phoebe et Ferdinand, à Londres pour faire de belles études. Malheureusement, le couple qui est censé accueillir la jeune fille fait plutôt d'elle une servante, une nounou, une cuisinière, et cela empiète sur ses études. Elle finit par être déscolarisée. Elle reprend ses études bien plus tard et finit par obtenir son diplôme pour être assistante dentaire. Magali, grâce à des amis, rencontre ensuite un homme prénommé Eric, né en juillet 83 en République démocratique du Congo. Lui, il est élevé par son père seul après que sa mère soit décédée en le mettant au monde. Le problème, c'est que son père croit dur comme fer au kindoki, qui signifie sorcellerie, et il inculque ses valeurs à son jeune fils. Alors, je sais qu'on va parler de sujets touchy. Après, le kindoki, c'est pas réellement considéré comme une religion. Si vous y croyez, je ne veux pas vous heurter. Là, le souci, c'est qu'il y a vraiment des enfants qui vont en mourir en fait de ça. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un problème qu'il y croit et qu'il inculque ces valeurs-là à son fils. Le kindoki, pour la faire courte, c'est une croyance selon laquelle des enfants seraient possédés par le mal, ils seraient maudits et ils porteraient malheur à tout leur entourage. Et deuxième disclaimer, encore une fois, on n'est pas là pour viser en particulier un pays, des coutumes, des traditions, etc. Parce que j'ai déjà fait des auroria où on parle d'exorcismes pratiqués par des blancs, sur des blancs et qui ont mal tourné. En faisant mes recherches, j'ai constaté que certaines personnes adoraient qu'il soit arrivé malheur à cette famille en mélangeant clairement tout. Donc voilà, je vous invite quand même à prendre du recul et je vous demande de ne pas tout mélanger parce que ce genre d'histoire, ça arrive vraiment dans tous les pays, sous couvert de toutes les religions et de toutes les croyances. On retourne à l'histoire, on est en 1990 et Eric, il fuit le pays avec son oncle alors qu'il a 7 ans pour se rendre à Londres, mais encore une fois, le problème c'est que son oncle croit au kindoki. Eric, c'est un enfant qui est fan de football, donc il est pas étonnant qu'en grandissant, il devienne entraîneur de foot. C'est sa passion et il en vit. Eric et Magali, lors de leur rencontre, ils tombent amoureux et ils sortent ensemble. Mais lui, après s'être montré vraiment parfait au début, il devient au fil des mois un homme contrôlant qui dicte à Magali les tenues qu'elle doit porter, le maquillage qu'elle ne doit plus porter, puis il lui indique aussi comment vivre sa vie sociale, en gros elle a plus d'amis. Et comme il a été élevé comme ça, lui il est obsédé par le kindoki, donc il déménage énormément avec Magali, il change vraiment beaucoup d'appartements pour fuir les démons. Donc faut vraiment comprendre que c'est quelque chose qui dirige toute leur vie. En août 2008, Naomi, 19 ans, une amie d'Eric et Magali, fait un séjour d'1 mois chez le couple. Mais elle se ronge les ongles. Donc, elle est atteinte du kindoki. Puisque si tu te ronges les ongles ou si tu es un enfant qui fait pipi au lit, tu es victime de sorcellerie de la part du diable. Naomi vit donc 3 jours de torture. Eric refuse de lui fournir de l'eau, de la nourriture. Il la force à prier jour et nuit. Il l'empêche de dormir. Et heureusement, elle parvient à s'enfuir grâce à sa maman qui vient la chercher après un appel de détresse de sa fille. Suite à cette histoire, Magali décide également de s'enfuir après maintes et maintes maltraitances et elle se réfugie dans un foyer pour les femmes victimes de violences conjugales. Mais évidemment, Eric ne la lâche pas. Elle lui manque, il va changer, vous voyez le genre de discours. Et Magali, elle cède. Ils se remettent ensemble et Eric la demande même en mariage. Le Noël de l'année 2010 est donc prévu à Londres, chez Magali et Eric, fraîchement fiancés. Toute la famille va se rendre là-bas, à l'exception de Jacqueline et Pierre, qui rejoindront tous leurs enfants le 27 décembre pour fêter le Nouvel An. Tous les frères et sœurs de Magali, dont Christy, arrivent là-bas le 16 décembre. Mais immédiatement, Eric fait de leur vie
un enfer. Il les accuse d'être atteints du Kindoki et de chercher à amener le diable sous son propre toit. Il se met à les maltraiter, il les force à prier toute la journée et à nouveau, ils sont privés d'eau, de nourriture et de sommeil. Et Magali, leur sœur, malheureusement, elle ne réagit pas et elle se range même du côté d'Eric. Certains des frères et sœurs finissent alors par admettre que oui, ils sont possédés, même si c'est faux, ils disent ça pour être tranquilles. Et en effet, ça fonctionne, Eric les laisse tranquilles. Mais une nuit, Christy urine dans son lit. Et vous l'avez entendu plus tôt dans la vidéo, mais c'est un supposé signe de possession. Christy tente de cacher ses vêtements humides, mais c'est trop tard. Eric le découvre. Et pour lui, Christy devient le mal incarné. Tout le monde, sous les ordres d'Eric, torture alors Christy. C'est le moment où les détails sont un petit peu choquants. Voilà, je préfère vous prévenir. Mais le pauvre a les mains brisées avec un marteau. Sa sœur Magali lui tord les oreilles avec une pince. Et Eric lui brise du carrelage sur le crâne, le dos, puis le tape avec une barre en fer. Cette barre en fer est également enfoncée dans la bouche de Christy de façon si violente que ses dents se brisent. Après des heures de torture, Eric téléphone à Pierre Bamou, le père de Christy et Magali, pour lui ordonner de venir chercher Christy, parce que s'il ne le fait pas, eh bien, il va le tuer. Il passe ensuite le téléphone à Christy, qui supplie son père de venir l'aider, auquel cas, oui, il va mourir. Pierre fait alors comme il peut, il veut venir évidemment au plus vite. Malheureusement, c'est Noël, donc tous les moyens de transport sont complets, et niveau avion, il y a au même moment un froid glacial à Londres, il y a plusieurs tempêtes de neige, donc Pierre n'arrivera jamais à temps. Le matin de Noël, alors que toutes les autres familles ouvrent leurs cadeaux au pied du sapin, les Bamou s'adonnent à un rituel de purification, en gros un exorcisme. Tous les enfants sont mis dans la baignoire, dans une eau glaciale qui est censée chasser le diable. Mais Christy, 15 ans, il se retrouve un petit peu en dessous de tous les autres enfants, et donc à un moment il a la tête sous l'eau, il se noie et il décède. Eric se rend alors compte que Christy, il est inconscient, il tente de le réanimer, mais c'est trop tard. L'une des sœurs de Christy et Magali, qui s'appelle Kelly, appelle les secours. Et lorsqu'ils arrivent sur les lieux du drame, ils sont sous le choc. L'appartement est couvert de sang. Il y a des instruments de torture comme des pinces, des marteaux ensanglantés, de partout. Et surtout, Christy n'est pas seulement victime d'une noyade, il est défiguré. L'autopsie révèle plus tard plus de 130 blessures sur le corps et le visage de Christy. Les os de ses mains sont fracturés, certaines de ses dents sont manquantes et il a plusieurs traumatismes crâniens. Évidemment, Magali et Eric sont immédiatement arrêtés par la police et leur procès se déroule en 2012 à Londres. Eric, lui, il tente de se défendre en parlant de sa possible schizophrénie, de son état mental instable en tout cas. Pour la défense, ça diminue clairement sa responsabilité dans le meurtre de Christy. Une IRM de son cerveau est même réalisée pour le procès et en effet, des lésions cérébrales sont visibles. Et comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, selon les experts, oui, il y a effectivement des lésions qui peuvent alterner la santé mentale et les lésions d'Eric seraient apparues suite à une chute qu'il a fait quand il était petit. Je pense qu'effectivement, il n'était pas sain, son état mental n'était pas stable, mais ça permet aussi de faire de la prévention parce que je sais pas si vous le saviez, je l'ai appris que très récemment, qu'un traumatisme crânien, même un mauvais coup, tu te cognes dans le mur, tu te prends un mauvais coup au sport ou en jouant ou j'en sais rien, ça peut littéralement créer des lésions dans votre cerveau qui font que vous allez changer de comportement ou que vous allez avoir des hallucinations. C'est quand même fou, donc protégez votre tête, voilà, c'est le petit message préventif de la vidéo. Quoi qu'il en soit, évidemment, ça peut expliquer les choses, mais ça n'excuse pas tout, surtout quand on va voir un autre témoignage pendant le procès. Côté défense de Magali, on parle évidemment d'une femme sous l'emprise d'Eric, alors ça aussi, je trouve qu'il y a débat parce que, effectivement, je pense qu'elle a vécu des violences conjugales et on sait que quelqu'un qui est sous l'emprise de quelqu'un d'autre, ça peut être très dangereux et parfois on peut se retrouver forcé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on se sent soi-même en danger. Après, laisser mourir son petit frère, je sais pas à quel point c'était un enfer de vivre avec Eric, il y a qu'elle en fait qui peut le savoir. Dites-moi ce que vous en pensez. Kelly, celle qui a appelé les secours, la sœur de Christy et Magali, témoigne contre Magali et Eric au procès. Elle décrit les horreurs qu'ils ont subies, tous les enfants mais surtout Christy, et dont on a déjà parlé, donc je vais pas revenir sur le sujet. Mais elle confirme bien que pour elle, Eric était très clairement décidé à tuer Christy, mais surtout qu'il était très conscient et responsable de ses actes. Le 1er mars 2012, Eric est finalement reconnu coupable de lésions corporelles et meurtre par un jury composé de 12 personnes et il est condamné à la réclusion à perpétuité et écope d'une peine de 30 ans de sûreté. Donc en gros, il pourra demander une liberté conditionnelle au bout de ses 30 ans. Magali est également reconnue coupable de meurtre et condamnée à la réclusion à perpétuité, dont 25 ans de sûreté. Ça veut dire que dans quelques années, ces deux personnes pourront sortir. Dans quelques années, on pourrait les croiser en allant faire nos courses.
Franchement, j'ai même pas les mots en fait pour conclure cette histoire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et on passe à la troisième affaire. La troisième Auroria de Noël, c'est celle du Christmas Strangler ou l'étrangleur de Noël. Dans les années 70, à Los Angeles, plusieurs femmes sont agressées puis assassinées. Pendant 30 ans, la police tente de mener l'enquête qui finit dans les dossiers des cold cases, les affaires irrésolues. Mais vous allez le voir dans cette dernière histoire, la vérité finira par éclater 3 décennies plus tard. Le jour de Noël, le 25 décembre 1972, Lois Petri, 43 ans, décide d'aller boire un verre dans un bar à San Pedro, à Los Angeles, avant de se rendre à son dîner de Noël familial. Et je suis sûre que vous trouvez ça triste d'aller boire des verres comme ça tout seul dans un bar le jour de Noël. Et dans ce cas précis, vous avez raison. C'est même encore plus triste quand on sait que Lois, en fait, elle est malade puisqu'elle est alcoolique et sa situation malheureusement n'a fait qu'empirer quand elle perd son mari qui décède d'un cancer. Mais ce Noël 1972, Lois ne se rend pas chez sa famille. Sa sœur se rend alors à son domicile le lendemain, le 26 décembre, inquiète de ne pas l'avoir vue pour les fêtes comme c'était prévu. Malheureusement, elle fait une terrible découverte dans la chambre de Lois à San Pedro. Elle retrouve le corps dénudé et sans vie de sa sœur. Lois a été sexuellement agressée. Un ADN est retrouvé sur son corps, le sperme du tueur. Mais à l'époque, je vous rappelle qu'on est en 1972. La science n'est pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Donc l'ADN est gardé sous scellé, mais pour le moment, il ne sert pas à grand chose à part à déterminer un groupe sanguin. L'autopsie révèle que la cause du décès, c'est un étranglement. Quelques années plus tard, le 19 août 1974, une autre femme âgée d'une cinquantaine d'années est retrouvée dévêtue et sans vie. Et selon les premières observations, c'est le même mode opératoire que pour Lois. Elle a été agressée, puis étranglée à mort. 2 semaines s'écoulent, les policiers n'ont pas l'identité de ce corps retrouvé, mais le 11 septembre 1974, des pêcheurs retrouvent un sac dans un lac, sac qui contient des papiers d'identité, ceux de Catherine Medina, âgée de 50 ans. La police conclut qu'elle est le corps retrouvé le 19 août. Elle est officiellement la 2e victime de l'étrangleur de Noël. Son mari est évidemment interrogé, et lui il déclare à la police avoir vu sa femme pour la dernière fois le 18 août dernier, où le couple a bu quelques verres dans un bar local de San Pedro. Mais après une dispute entre eux dans ce bar, Catherine, alcoolisée, décide de partir et monte dans la camionnette d'un homme qui passait par là. C'est le lendemain que son corps est retrouvé. Entre-temps, le 4 septembre 1974, Anna Felch, 54 ans, est retrouvée décédée toujours à San Pedro. Elle travaillait sur la plage de Cabrillo dans un stand de hot dog et le 4 septembre vers 1h30 du matin, elle quitte le bar dans lequel elle a passé la soirée. C'est à 7h30 que des ouvriers en bâtiment la retrouvent. Elle a également été agressée puis étranglée. À l'époque, il se dit dans la presse locale qu'elle aurait été abordée et embêtée par un homme seulement quelques jours avant son décès. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à nouveau, on est sur le même mode opératoire que l'étrangleur de Noël. Puis le 20 mars 1975, Léa Griffin, secrétaire juridique à la retraite et âgée de 60 ans, boit des verres dans un bar à San Francisco après avoir appris qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Le lendemain, le 21, dans sa chambre d'hôtel, une femme de ménage retrouve son corps. Léa a été ligotée, agressée, puis étranglée. On est donc à nouveau sur le même mode opératoire, mais également sur le même type de profil. Des femmes d'âge mûr qui souffrent d'alcoolisme ou en tout cas qui étaient fortement alcoolisées au moment de leur disparition. Et malgré ça, la police, elle fait pas forcément le rapprochement tout de suite, alors qu'il y a quand même 4 victimes. Mais bon, je rappelle que c'était à l'époque, les tueurs en série, etc., c'était pas encore très répandu. Donc les enquêteurs abandonnent l'espoir de retrouver le ou les tueurs de ces femmes. C'est 30 ans plus tard, en 2002, que l'affaire connaît un rebondissement important. Une femme du nom de Renée appelle la police. Elle leur déclare que son beau-père, Adolf Lodenberg, vient de lui avouer 4 agressions et meurtres. Adolf Lodenberg est né en 1926 à Lexington, dans le Kentucky. Lui, il a longtemps fabriqué des cannes, il sculptait dans le bois, et puis il vendait tous ces objets pour 10 $ dans la rue, et parfois même, il l'offrait aux gens. Il a servi dans l'armée, et puis en 1944, il a rencontré Annelle, qui devient sa femme. Le jeune couple adopte ensuite leur fils, Steve, et les gens décrivent un peu ce couple comme particulier, parce qu'ils n'ont rien en commun. Annelle, sa femme, c'est une personne qui est très active, c'est une danseuse, qui prend soin de sa santé mentale et physique. Et lui, il se laisse un peu aller. Mais des années plus tard, Annelle devient stripteaseuse et ça ne plaît pas à Adolphe. Donc après 30 ans de mariage, le couple divorce. Puis Adolphe devient chauffeur de taxi à San Pedro à la fin des années
60. Vous voyez venir le truc. En 2002, il est âgé de 77 ans et il est désormais grand-père et il s'occupe énormément de ses petits-enfants. En plus, il a un peu une tête de Père Noël. Bref, les accusations de René n'ont aucun sens. Mais elle commence à donner des détails qui interrogent la police. Puisqu'Adolphe aurait dit qu'il a tué 3 femmes à San Pedro et une femme à San Francisco. Dans les années 70, puisqu'elles avaient le malheur de trop lui rappeler son ex-femme. René est évidemment sous le choc après les aveux de son beau-père, mais elle le dénonce quand même, c'est son devoir. Et la police, en faisant ses recherches, elle découvre que Jane, une autre belle-fille d'Adolphe, avait fait la même déclaration 27 ans plus tôt. Lors de l'été 1975, Jane est étudiante et elle sort avec Steve, le fils d'Adolphe. Le couple quitte Pittsburgh pour emménager à San Luis Obispo dans un appartement ensemble. Ils vont commencer leur vie active en amoureux. Mais Steve, lui, il doit arriver plus tard puisqu'il est encore retenu à Pittsburgh pendant quelques jours. Donc il propose à Jane d'être récupérée à l'aéroport par son père, Adolphe. Et heureusement, il n'y a rien de gênant à ça puisque Jane et Adolphe s'entendent très très bien. Ils font ensemble les magasins pour meubler l'appartement, etc., etc. Mais après quelques jours, la dynamique, elle commence à changer. Jane, elle a l'impression d'être draguée par son beau-père. Il lui écrit même des petits mots d'amour qu'il laisse sur son pare-brise. Et un jour, alors que les deux font encore du shopping pour l'appartement, ils sont en voiture et Adolphe lui lâche « Ah, au fait, j'ai et tué 4 femmes. Suite à cette phase qui est très très perturbante, Jane elle décide d'éviter de se retrouver à nouveau seule avec son beau-père et puis elle attend impatiemment l'arrivée de son compagnon Steve. Et lorsqu'il arrive enfin à San Luis Obispo, elle lui raconte tout. Les deux se rendent au commissariat. Mais les policiers ne les ont juste pas cru, puisqu'Adolphe a été interrogé, il a nié, donc bon, c'est faux, et ils n'ont pas cherché plus loin. Mais de retour en 2002, cette fois-ci, il y a 2 témoignages, celui de Jane et celui de René. Donc la police, elle commence à y croire. Les enquêteurs demandent à René de téléphoner à Adolphe et de tenter de lui soutirer un petit peu des aveux, tout en enregistrant l'appel, histoire d'avoir des preuves solides et de pas l'arrêter pour rien. Mais cette fois-ci, Adolphe ne lâche rien, si ce n'est « j'ai remis mes problèmes entre les mains de Dieu ». Bon. Et malheureusement, lorsque la police elle tente de chercher du côté de l'ADN, ils se rendent compte que la plupart des scellés ont été perdus. Il ne reste plus qu'une seule lame. Une lame contenant le sperme retrouvé sur Loïs en 1972. Mais comme Adolphe, il a jamais dû fournir son ADN aux autorités auparavant, il faut trouver un moyen de l'obtenir sans qu'ils se rendent compte qu'il est surveillé. Un agent infiltré est alors envoyé et il l'invite à boire un café à Torrance. Son excuse, discuter des problèmes de vol dans le quartier. L'agent se rend au rendez-vous, discute avec Adolphe en buvant un café, et puis la police finit par récupérer la tasse de café et récolter son ADN. Quelques jours plus tard, il y a correspondance. C'est bel et bien son sperme qu'on a retrouvé 30 ans plus tôt sur le corps de Loïs. Adolphe est donc l'étrangleur de Noël. En fait, il profitait de son statut de taxi pour commettre ses atrocités. Il avait même l'impression d'aider ces femmes parce qu'elles étaient alcooliques ou malades ou seules. C'est quand même une drôle de manière d'aider les gens. Il est arrêté le 5 septembre 2002 et son procès se déroule au milieu des années 2000. Adolphe a le culot de plaider non coupable, mais la preuve ADN est indiscutable et le jury le déclare coupable du meurtre de Loïs uniquement parce que malheureusement les preuves, elles ne le relient lui qu'à ce meurtre-là en particulier et pas les autres. Il est quand même condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle, ce qui n'arrivera pas puisqu'Adolphe décède en prison en Californie le 26 juin 2015 à l'âge de 89 ans. Je pense que du coup malheureusement on n'aura jamais toute la vérité sur cette affaire, mais sachez qu'il existe possiblement 2 autres victimes supplémentaires de l'étrangleur de Noël. D'abord Irene Hind, 55 ans, propriétaire d'un bar à San Francisco, qui a été agressée et étranglée, puis retrouvée le 12 mars 1974. C'est le même mode opératoire, la même époque, mais les enquêteurs n'ont pas réellement pu trouver de lien entre Irene et Adolphe. Pareil pour Maud Burgess, 83 ans, retrouvée agressée et étranglée en novembre 1974. Une empreinte avait été prélevée sur les lieux et elle correspondait pas à celle d'Adolphe. Le doute subsiste quand même. C'était l'histoire de l'étrangleur de Noël. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire. Moi je trouve ça quand même fou que sa première belle-fille ait donné l'alerte, mais que la police ne l'ait pas cru parce que du coup Adolphe il a pu vivre pratiquement toute sa vie en liberté. Il a pu faire sa vie en fait tout simplement et je trouve qu'il a pas passé le temps en prison qu'il aurait mérité de passer. En tout cas ma team YouTube, ça c'était mon Auroria de Noël.
Noël 2025. Évidemment, j'ai hâte de lire tous vos retours. D'habitude, je vous lis avec un café, mais là, comme c'est la période de Noël, ça sera sûrement avec un chocolat chaud. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce contenu. Est-ce que vous connaissiez ces affaires ou est-ce que vous les découvrez avec moi aujourd'hui? Et par rapport à la première histoire, je veux vraiment lire votre théorie. Est-ce que vous croyez que c'est la 1, la 2 ou est-ce que vous en avez une autre? Comme d'habitude, si vous avez aimé passer ce moment avec moi, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces vers le haut et en vous abonnant à ma chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joyeux Noël, ma team YouTube, de très belles fêtes de fin d'année. C'est la dernière fois qu'on se voit en 2025, mais j'ai déjà hâte de vous retrouver en 2026 pour encore plus d'Auroria et de live Twitch. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, la santé en premier évidemment, la moula, l'amour, l'amitié, tout ça. Merci infiniment d'avoir passé l'année 2025 à mes côtés, ça a été un pur bonheur, mais on en a parlé dans ma FAQ il y a 2 semaines. Comme tous les ans finalement, vous êtes mon highlight de l'année et je tenais à vous le dire et à vous remercier encore une fois de vive voix pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Sur ce, on se dit à l'année prochaine pour une nouvelle Auroria. Oui, il fallait que je la fasse. Je vous fais de très gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Ciao!